Alexandre Loukachenko en Chine, Anthony Blinken en Asie centrale. Les visites diplomatiques battent leur plein alors que la guerre fait rage en Ukraine. Le fils aîné du dernier Shah d'Iran appelle les Occidentaux à poursuivre et à renforcer leur pression contre le régime iranien et les gardiens de la révolution. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko est arrivé ce mardi à Pékin pour une visite officielle en plein conflit en Ukraine. Minsk, qui est un allié de Moscou, s'est refusé jusqu'à présent à un engagement direct dans le conflit. Le territoire bélarusse est simplement utilisé par les forces russes pour opérer en Ukraine. La Chine, de son côté, partenaire de la Russie, a proposé la semaine dernière un document en 12 points dans lequel elle exhorte Russes et Ukrainiens au dialogue, tout en insistant sur le respect de l'intégrité territoriale. En parallèle, le chef de la diplomatie américaine était en Ouzbékistan ce mardi aux côtés de ses homologues de 5 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Washington espère renforcer son influence dans cette région nichée entre Russie et Chine. Anthony Blinken a annoncé le déblocage de 25 millions de dollars pour aider les pays centra-asiatiques à développer leurs routes commerciales et à créer des emplois. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ces pays ont tenté d'avoir une position équilibrée sur le conflit, mais n'ont jamais soutenu les résolutions de l'ONU condamnant l'invasion russe en raison du poids de Moscou. Ukrainian deputy head of the main military intelligence directorate, Vadim Skibitsky, said that Ukrainian forces will be ready for the counteroffensive in spring 2023. And that one Ukrainian strategic goal is to split Russian frontline between Crimea and mainland Russia. Now, the Institute for the Study of War's prior assessments of Russian military capabilities along the Zaporizhzhia region frontline suggest that there are opportunities for Ukraine to conduct a counter-offensive in that strategically vital region. Recapturing cities such as Melitopol or Mariupol and thus cutting Crimea off from Russian-occupied areas in Donetsk would make it difficult for Russia to bring in supplies and reinforcements to the peninsula. Melitopol, the city located at the intersection of two important highways and a critical rail line, makes it crucial for Russian supplies in the south. Therefore, it may become an obvious target of the Ukrainian advance. Further from Zaporizhzhia to Donetsk region and towards Russian border is Mariupol. The UK Defence Ministry says since the 21st of February, pro-Russian officials have reported at least 14 explosions around the Russian-occupied city of Mariupol. Sites of the incidents have included an ammo cache at the airport, 2 fuel depots and a steelworks that Russia uses as a military base. Mariupol lies at least 80 kilometers away from the front line. Now, Russia will likely be concerned that unexplained explosions are occurring in the zone it had probably previously assessed as beyond the range of routine Ukrainian strike capabilities. Ukraine's deputy head of the main military intelligence directorate states that one decisive factor in determining the timing of a Ukrainian counteroffensive is the supply of Western military aid. Exilé à l'âge de 17 ans, Reza Pahlavi, le fils aîné du dernier Shah d'Iran, se rapproche de la jeunesse iranienne dans le pays et à l'étranger pour fonder une alliance contre la République islamique. Il appelle à aider les Iraniens à lutter contre la fermeture d'Internet décidée par le régime, soutenir financièrement les grèves et surtout mettre au banc les gardiens de la révolution islamique. By further adding pressure on the regime by sanctioning the RGC and stating it as a terrorist organization could bring even more abilities to freeze their assets, which is certainly a big chunk, and also it will at the same time create an element that will make it even more likely for defections to occur. The bulk of the IRGC members are not benefiting from it financially. They are getting salaries, sometimes not enough to cope with. They even have to have a secondary job. How long can they sustain themselves in that package? If they think that the time has come for them to reconsider how long they want to stick with this regime as opposed to join with the people. So assuming that the Islamic Republic falls, what would be the role that you would run for? Do you see yourself as the new Shah of Iran, as your father used to be? It's not a matter of what position I end up with, nor am I running for any office. However, my role is very important in terms of the political capital that I enjoy, to bring as much solidarity on a common mission that drives us to manage the period of transition towards the formation of a constituent assembly, which is the only vehicle through which
people's representatives will have to make all the decisions necessary in adopting a new constitution, debate the content of the future system, to be finally ratified by means of a referendum. You know, it is said that one day in the past, the Western countries, actually fearing that Iran could become a superpower, pulled your father from the throne. Do you share this view? We know one thing, from our domestic perspective, that Iran could have been a South Korea. Instead, it became a North Korea. In other words, we went backwards rather than forward. Is that conducive to more stability? No. Is Iran weakness something that has contributed to more safety or economic interest, or has actually been the reverse? Every arrow points to the direction that if that theory held true, the net result was no gain, but in fact a loss. Does that also mean that the West should worry for the growing military cooperation between Iran and Russia right now? Well, obviously, because when you have a regime that out of weakness is prepared to become somehow at the disposal or used by other players in the region, the net result is that this could become a threat to another perspective. Iran's cooperation right now with Russia is a clear indication that the regime is in fact trying to count on Russia's support for their own survival and is in that game assisting what Russia is doing right now in the Ukraine, for instance. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN se concrétise. Ce mardi, le Parlement finlandais entame son débat final sur l'adhésion à l'alliance militaire. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était en visite dans le pays pour apporter son soutien. Tout comme la Suède, Helsinki attend l'approbation de la Turquie et de la Hongrie. Pour la première ministre finlandaise, les deux pays nordiques cochent toutes les cases et ce retard pourrait nuire à l'OTAN. Sweden fulfill all the criteria as has been mentioned, and we are yet waiting. And of course this strains the open door policy of NATO as well. It's to do with NATO's credibility because we fill all the criteria. Pour le secrétaire général de l'Alliance, le soutien permanent de l'organisation militaire à l'Ukraine prendra fin avec son adhésion. NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance, but at the same time that is a long-term perspective. What is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. C'est bien l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a été un déclencheur pour la Finlande et la Suède, qui ont demandé à rejoindre l'OTAN et ont ainsi acté la fin de leur non-alignement militaire historique. L'industrie pharmaceutique poursuit sa bataille sur la réforme de la législation européenne sur les médicaments. La Commission européenne doit présenter fin mars ses propositions pour mettre à jour un texte vieux de 20 ans. Dans ce jeu d'influence, les industriels redoublent d'efforts de lobbying dans la dernière ligne droite. Pour défendre son analyse des enjeux, le secteur a mené une campagne publicitaire en plein cœur du quartier européen à Bruxelles. Les acteurs s'inquiètent de l'écart toujours plus important entre l'Union et ses concurrents américains ou asiatiques en matière d'investissement ou dans l'accès aux derniers traitements. There are some significant gaps. The investment gap between the US and the EU 20 years ago was 2 billion euros, and now it's 25 billion euros. That's a 1,000% increase in gap, and that's very worrying. That trend continues, and we want to stop it and reverse it. Le secteur ajoute qu'il y a 25 ans, 50% des nouveaux traitements venaient d'Europe. Aujourd'hui, un nouveau traitement sur 5 provient du vieux continent. L'industrie pharmaceutique adopte un ton alarmant à propos du texte, toujours en cours d'élaboration par la Commission. Il menacerait la compétitivité et l'emploi. Des entreprises n'hésitent pas à transférer certaines de leurs activités hors de l'Union européenne. In recent years, we've seen, unfortunately, a move of clinical research to other parts of the world. We've seen investment moving again to the U.S. and other parts of the world. The U.S. has taken what used to be
Europe's leading advantage for biotechnology, and now it's in the US, and we'd like to see Europe reclaim that role. Dans cette bataille politique, les entreprises pharmaceutiques rappellent aussi leur poids économique. Le secteur représente 43 milliards d'euros par an en matière de recherche et de développement. Il emploie directement 840 000 personnes et soutient 2,5 millions de postes dans l'Union. Pour le moment, la Commission poursuit ses travaux. Elle souligne que cette réforme a pour but de trouver le juste équilibre entre la promotion de l'innovation et la garantie d'un accès à des médicaments abordables dans toute l'Union européenne. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a annoncé sa démission ce mardi. Le patron du foot français était fragilisé depuis plusieurs mois par des accusations de harcèlement moral et sexuel et plusieurs dérapages. Son vice-président assure désormais l'intérim. Aujourd'hui, le destin a voulu que j'occupe la première place, celle de président de la fédération, au moins jusqu'au mois de juin, puisque avec mes collègues du comité exécutif, nous allons avoir la responsabilité de faire fructifier l'héritage sportif et économique de la fédération. Les ennuis ont commencé en septembre 2022 pour Noël Le Graët avec une enquête menée par le magazine SoFoot faisant état de SMS à caractère sexuel envoyés par le président à des collaboratrices. Puis le dérapage de trop en janvier des propos discourtois de Noël Le Graët à l'égard de Zinedine Zidane. 2 semaines avant sa démission, un audit commandé par le ministère des Sports avait pointé des divergences de comportement incompatibles avec la fonction de président de la FFF.